Bonjour, nous sommes le jeudi 8 mars et les oiseaux chantent. C'est pour ça que je vous ai fait écouter le chant des oiseaux parce que ça piaille. Ouais, c'est vraiment agréable. Alors le temps aujourd'hui, voilà, très moyen. Je viens de faire une expérience et c'est là que je vois qu'il y a quelque chose qui a changé qui change dans le comportement humain. J'ai proposé à une personne de lui donner une machine à café que je n'utilise plus. Vous savez, c'est ces machines avec des capsules. Je trouve ça très onéreux et moi, c'est du café à l'ancienne avec le filtre et ça me va très bien. Je trouve que ces histoires ça vous ruine pour un café. Enfin, il y a tout un business avec ces machines et ces capsules. En plus, c'est pas du tout écolo pour le coup. Et voilà, bon, je suis pas fan en tout cas. Et donc, je me suis proposé à la donner à quelqu'un dont sa machine est tombée en panne. Et donc, elle devait passer dans mon village, déjeuner avec une amie. Elle me dit, je passerai en début, après. Ah, je dis très bien, tu passes avec ton ami, et je te donnerai à cette occasion la machine, je t'offre le café en même temps, etc. Donc j'achète un petit 4x, j'achète de quoi, et puis j'attends. Je dis bon, c'est 2 heures, 2h30, le temps de finir le repas. Rien. J'attends, là il est 4 heures, je suis sorti, j'envoie un SMS, le fameux SMS, vous savez, auquel on ne répond pas. Rebelote. J'envoie un SMS, je dis as-tu l'intention de passer Attendez, c'est moi qui lui offre une machine dont elle a besoin visiblement puisque c'est gratuit. Je lui demande simplement de me dire si elle a l'intention de passer ou pas. Et en tous les cas, j'attends. C'est-à-dire que je ne monte pas de vidéo, j'attends tranquillement que la personne passe. J'attends. Pas de réponse. Et là, pas de réponse non plus. Voyez, ce type de comportement, ça prouve qu'il y a un dérèglement chez... Alors je ne sais pas si c'est... Il y a un ami à qui j'en ai parlé, c'est anecdotique, mais c'est à partir d'anecdotes qu'on peut parfois analyser une mentalité ou un groupe, la mentalité d'un groupe, la mentalité d'une génération aussi. Et vous voyez, ça c'est quelque chose que... C'est une personne qui doit avoir dans les 40 ans. Relativement jeune, une femme. Et donc, vous voyez, c'est à partir de là que quelque chose, on sent que quelque chose s'est passé dans la société. C'est pas la première fois et que ça m'arrive ça. C'est-à-dire vous rendez service, vous accueillez la personne et chez vous, vous lui ouvrez votre porte et en contrepartie, il y a une forme c'est négligé. La personne néglige cette opportunité que vous lui donnez de parfois lui donner quelque chose ou même de l'accueillir. Elle néglige. Elle estime que tu passes par perte et profit, que c'est pas important, que tu comptes pas. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui est fondamental dans les repas humains. Si aujourd'hui on n'a plus ce respect entre nous, cette délicatesse, cette politesse, ça veut dire qu'on est dans un monde qui se déshumanise vraiment. Et c'est les symptômes de la déshumanisation de notre société qui reposaient peut-être sur des conventions de façade, mais malgré tout, la société tient aussi, et une civilisation tient aussi grâce à des conventions de façade. C'est important. Et là où il n'y a plus ces conventions, il y a quelque chose il y a un prix à payer à perdre ces conventions. Le prix, c'est la déshumanisation. Et après, il ne faudra pas se plaindre. C'est-à-dire que ces gens-là devront bien considérer que s'ils agissent comme ça, ils vont payer le prix, c'est obligatoire. Obligatoire. Il y a un boomerang qui les attend. C'est logique. C'est logique. Et c'est malheureux parce que quand vous les voyez après, quand vous les voyez face à face, ils sont tout à fait aimables, gentils, il n'y a pas de problème, mais ils ont perdu
Ils ont perdu certaines conventions qu'on appelait la politesse, l'éducation, tout ça. Ils ont perdu, ça s'est perdu. Ça s'est perdu et parce que les éducations certainement ont dû à un moment donné être de mauvaise qualité, il n'y a pas de problème. Et ça, ça va nous conduire à une forme de sauvagerie dans les rapports humains. On n'y est pas encore, mais on voit qu'on bascule dans un type de rapport qui devient brutal. Voilà, brutal. Et ça, c'est dans tous les secteurs. C'est au travail, j'ai remarqué, moi qui ai travaillé beaucoup dans les relations humaines, au travail, qui a beaucoup travaillé à la question, qui a réfléchi là-dessus, sur le harcèlement moral, etc. J'en ai déjà parlé. J'ai vu que ça se dégradait en entreprise. J'étais donc à l'inspection du travail, je recevais 10 à 15 personnes par jour, soit au téléphone. Et les gens, moi j'ai laissé parler beaucoup, j'écoutais, et ils me racontaient, ils avaient besoin d'ailleurs de s'exprimer, de parler, mais j'entendais à travers leurs témoignages la dégradation dans la grande distribution, la dégradation dans les transports en commun, la dégradation dans les milieux associatifs, grande dégradation. Les relations humaines se dégradent progressivement. Parce qu'il y a ces fameuses conventions qui étaient peut-être, je le répète, des conventions de façade, eh bien, sont en train de disparaître. Il y a quelque chose de brutal. Et je ne sais pas si c'est générationnel ou c'est global. J'ai l'impression que c'est un peu global. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément les jeunes, comme on dit. Je crois que c'est à tous les niveaux. Je crois qu'il y a... Je crois qu'il y a quelque chose qui se fait comme ça. Je vois mon père qui fréquente un restaurant, il y a des gens âgés, il y a une forme de brutalité aussi entre eux. Hein. Donc c'est des gens de 90, 80 ans. Il y a quelque chose parfois aussi de brutal qui se fait. Donc vous voyez, c'est pas forcément générationnel. Hein. C'est un climat qui s'est dégradé et qui prend cette forme-là. Et c'est donc comme tout, c'est à travers des épisodes symptomatiques de ce que je viens de vous dire, un épisode qui n'a aucune importance en réalité, c'est pas très grave. C'est pour moi une bonne leçon. Ça m'oblige toujours à être prudent dans mes choix déjà, d'amis. Ça m'oblige à être prudent aussi dans mes propositions. Si je propose quelque chose, il faut que je sache d'avance que le retour ne sera pas là, ou tout au moins la personne ne sera pas à la hauteur de ce que moi je lui offre. Il faut que je sois très prudent par rapport à ça. Si je lui offre mon cœur, il faut savoir à qui je l'offre. On n'offre pas son cœur à n'importe qui. On n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. Sa maison, on ne l'ouvre pas à n'importe qui. La maison, c'est vous savez, notre maison, symboliquement, c'est notre corps, c'est notre âme, c'est nous. Et donc, si vous ouvrez votre maison, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez votre âme à la personne qui pénètre chez vous. Elle pénètre dans votre intimité. C'est pas anodin du tout. Autrefois, ça se faisait beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il ne faut pas ouvrir la porte à des gens qui viendraient avec un manque de respect, voire qui viendraient même pour violer votre intimité. C'est exactement la même chose qu'un viol symbolique quand on vient chez vous et qu'on manque de respect. C'est pour ça que j'impose beaucoup des conditions quand j'ai très très peu de visites et vraiment je suis très sélectif parce que je sais que à une époque j'avais tendance comme je ne vivais pas seul, j'avais tendance à inviter beaucoup de gens et les gens se comportaient très mal. C'est-à-dire qu'ils ne participaient pas aux tâches de la maison quand il s'agissait de faire un séjour. Certains se faisaient servir, certains arrivaient même les mains vides. Il y avait un manque évident d'éducation et des gens venaient profiter comme ça de ma générosité sans retour. Ça, j'ai mis un stop, j'ai mis un frein. Ça a été radical, même suite au décès de ma mère. J'ai eu une année, je dirais, de deuil où je me suis enfermé sur moi-même et mon portail était fermé à double tour. Je voulais plus que personne rentre chez moi. J'avais envie d'être seul. Là, je me suis réouvert un peu, je m'ouvre à nouveau, mais je suis très précautionneux parce que tout ça est subtil, mais important. Et donc,
j'ai vraiment appris de ces dernières années et je considère qu'aujourd'hui, il y a parallèlement à la conjoncture politique, à la conjoncture économique, il y a aussi un phénomène qui se dégrade sur le plan humain des conventions. J'appelle ça les conventions et c'est important aussi. Donc vous voyez, c'est une réflexion qui me vient en même temps. Je n'avais pas pensé de vous parler de ça aujourd'hui, mais je me suis dit tiens, on va parler de ça. Donc sûrement l'intitulé de cette vidéo, ce sera « À qui j'ouvre ma porte ?» Voilà, à qui j'ouvre ma porte. Posez-vous la question, soyez prudents, soyez vigilants. C'est pour ça que dans la perspective d'un éventuel effondrement de la société, d'une guerre et tout ça, choisissez avant, bien, faites le bon choix, faites la bonne sélection des gens sur qui vous pouvez compter, qui sont motivés. Soyez attentifs à la qualité des gens que vous allez, sur lesquels vous allez ou pas compter. Mais vous-même, est-ce qu'on peut compter sur vous? Est-ce que vous êtes capable de donner, d'offrir, de participer à une forme de solidarité? Il faut soi-même en être capable, mais il faut aussi que les autres en soient capables. Il faut une fluidité dans la réciprocité, une forme de complémentarité. C'est très important. Donc ça nécessite à nouveau un travail de discernement, de lucidité sur le périmètre des personnes qui nous entourent. Il y a le périmètre géographique, il y a le périmètre affectif, il y a le périmètre familial. Donc famille, j'accepte ou pas? Quelle famille est-ce que cette famille vaut la peine ou pas? Première question. Les amis, je peux vraiment compter sur eux ou pas? Est-ce que eux peuvent compter sur moi aussi? Il faut que ça soit dans les deux sens. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de moi? Et qu'est-ce que je peux offrir? C'est bien de préciser ces choses-là. Est-ce que je peux... Parce qu'on ne peut pas non plus tout donner, tout offrir. En cas de crise, il y a des limites. Il y aura des limites. L'idéal, ce serait de se mettre d'accord avant l'effondrement. Mais je crains qu'il faille un petit coup de pression psychologique pour stimuler cette demande. Pour l'instant, la demande n'est pas encore là. On est dans un confort qui nous laisse encore dans une forme d'individualisme. On n'a pas la pression nécessaire pour stimuler la nécessité de se retrouver à plusieurs, de créer une fraternité, de créer des groupes. Ça a eu lieu, mais ces groupes-là ont du mal, ou ces communautés existent, mais c'est marginal, où ils se sont rassemblés avec des motifs qui les ont parfois même épuisés, ils s'épuisent eux-mêmes. Donc il faut qu'il y ait un contexte d'adversité ou un contexte hostile pour que les gens retrouvent le sens de la solidarité. À partir du moment où on va avoir des signes ou des événements qui vont être perturbants pour notre sécurité personnelle, on va retrouver instinctivement ce besoin de solidarité. On n'y est pas encore. Donc il faut être bien dans le tempo, il faut être en accord avec la conjoncture. Si on fait les choses trop vite, ça ne marche pas. Il faut que ça soit un acte posé au moment où cette question-là s'impose. Pour l'instant, elle ne s'impose pas encore. On peut l'anticiper un peu, on peut prévoir, mais vous verrez, il y a quand même beaucoup d'inertie pour l'instant. Beaucoup d'inertie, parce que l'inertie, elle est du fait des habitudes de tous, chacun de ses habitudes, et elle est faite aussi du fait que on est quand même dans un confort relatif, mais on est quand même dans un confort. Donc il n'y a pas le côté stimulant de se bouger. Les gens sont dans leurs habitudes, dans leur confort, ils ont leurs obligations, leur business, tout ça, et voilà, c'est pas encore prêt. C'est bien de le voir, parce que ça sert à rien de précipiter les choses quand elles ne sont pas mûres, si vous voulez. C'est comme un fruit, il faut qu'il soit mûr. Et là, nous, on n'est pas encore mûrs pour ça. Ça viendra, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, on observe. Donc, comme je vous ai dit,
Notre maison, c'est nous-mêmes. Notre habitation, c'est nous. Donc, soyez vigilants quand vous ouvrez votre porte. Soyez vigilants à qui vous ouvrez votre porte. C'est très important d'être vigilant sur ça. On n'ouvre pas sa porte à n'importe qui et on sélectionne. Et celui qui se comporte mal, eh bien, on en tire vite les conclusions et on l'élimine de notre périmètre. C'est radical, mais c'est nécessaire. Parce que c'est trop. Parce que sinon, on est blessé. Sinon, on est touché et on le vit mal après. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, vous savez, ça a toujours été le cas dans les sociétés traditionnelles. Il y a toujours un phénomène, il y a toujours une sélection, il y a un portier, on n'accepte pas n'importe qui. Dans toute société secrète, avant d'entrer dans le périmètre intime, vous passez par une sélection et ensuite vous êtes initié. Et ensuite il y a le portier qui est celui qui est à la porte, qui est très important comme rôle. Il y a du vent, vous n'allez pas bien entendre. Qui vérifie si vous faites partie des initiés, voyez. Voilà. On va marcher un peu parce qu'il y a du vent. Et je sais que le micro et le chapeau va voler aussi. Le chapeau va voler. Je reprends tout à l'heure parce que là il y a du vent là. Vous allez pas m'entendre. Il faut que j'aille voir ma voisine là aussi. Elle est à visiter. Donc ça fait un moment qu'elle est revenue, elle a des problèmes de santé, il faut que j'aille voir un peu ce qu'il en est. Mais il faut que je bouge. Nécessaire de faire un peu d'exercice. Bien, il y a trop de vent, je ne peux pas continuer à vous parler parce que c'est pénible. Je sais que le vent c'est pénible, mais vous n'entendez pas. J'ai pas d'autre moyen de gérer ça. J'ai acheté 2 micros extérieurs, c'était pire. Alors, merci, ça m'a coûté de l'argent et j'ai pas besoin de perdre mon argent en ce moment. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous découvrirez ce soir. À bientôt.